Et bonjour à tous, bienvenue sur cette quotidienne Twitch de l'ESD. Je suis vraiment super contente d'accueillir Jacques Froissart, qui est patron d'Altaïd, un cabinet de recrutement. On a une question pour toi, Jacques. C'est quoi un chasseur de tête? Alors, un chasseur de tête, va avoir pour client une entreprise qui va lui dire, par exemple, je cherche un chef de projet e-commerce et qui va nous confier cette mission, soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce qu'il ne sait pas faire, et soit parce que c'est des métiers qui sont difficiles à trouver. Et on parle de chasse de tête. C'est une expression qui est venue dans les années 60 aux États-Unis. L'idée, c'était d'aller chercher des gens qui sont en poste et qui font le même métier pour les amener dans une autre entreprise. Et donc, chez Altaïd, on est spécialiste de l'environnement digital numérique et on va recruter pour des startups avancées. Pour citer des clients connus, on travaille avec beaucoup de boîtes, mais on a bossé avec Deezer, par exemple, à leur début, Criteo, qui est une grosse boîte dans la pub. On bosse un peu pour Ubisoft. Il faut rappeler qu'il y a quand même plus d'un poste, un métier ou un professionnel du numérique, on va le dire comme ça, sur deux, qui ne travaille pas dans le secteur du numérique. Tous les professionnels du numérique ne travaillent pas chez Google, Facebook, Amazon ou Ubisoft. Voilà. Très, très clairement, nous, aujourd'hui, 50% de nos clients sont des entreprises qu'on va qualifier de classiques. Ça va de la coopérative agricole à Christian Dior Couture, en passant par la Poste, par un labo pharma, par la Maïf à Niort, par des PME qui fabriquent de la peinture, etc., etc. Altaïd, aujourd'hui, tu disais, on est le cabinet le plus important dans le digital en France. On est physiquement basé à Paris, à Bordeaux, mais avec des gens aussi qui sont en télétravail. Et on a un bureau à Göteborg en Suède et on a ouvert à Barcelone au mois de septembre. Donc, on recrute en Espagne aussi. Donc, on a une vision de plus en plus européenne aussi du marché. Et du coup, vous avez aussi un peu une autre spécificité. Alors, j'imagine que d'autres cabinets de recrutement s'y sont mis, bien sûr, mais c'est l'utilisation de LinkedIn. Oui, alors, de manière générale, les réseaux sociaux, nous, on a été vraiment précurseurs. On a commencé sur LinkedIn en 2003. On a intégré LinkedIn, blog. En 2007, on s'est mis sur Facebook le premier jour d'ouverture de Facebook, sur Twitter très tôt. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cabinet de recrutement a investi un réseau social? Alors, nous, on a une stratégie marketing qui est de créer une communauté autour de la marque Altaïd pour que les candidats potentiels ou les clients potentiels viennent naturellement vers nous. Donc, on va avoir des usages un peu différents en fonction des réseaux. On ne parle pas de la même façon, on ne partage pas les mêmes choses sur Facebook qu'on partage sur LinkedIn ou Twitter. Mais c'est complètement intégré dans notre stratégie marketing aujourd'hui, tous ces outils digitaux. Et LinkedIn est notre première source de contact avec des candidats aujourd'hui. Je pense que 90% des candidats avec qui on parle viennent à travers l'approche, le sourcing qu'on peut faire dans LinkedIn. C'est un peu la clé, quoi. Hein. Il faut avoir un profil LinkedIn impeccable, c'est bien ça? Aujourd'hui, dans le digital, c'est devenu un standard. LinkedIn a annoncé cette semaine qu'il y a 20 millions de Français qui ont un profil LinkedIn. En gros, ça fait un salarié sur deux en France a aujourd'hui un profil LinkedIn. Autant vous dire que dans le digital, c'est 98,9% qui a un profil LinkedIn. Et si vous voulez travailler dans le digital et que vous n'avez pas de profil LinkedIn, c'est à la limite, c'est suspect. D'accord. Et du coup, c'est nécessaire d'avoir encore un CV? De moins en moins. Les startups, les agences, les entreprises du numérique, LinkedIn est devenu le standard. Dans les entreprises classiques, il y a encore besoin de temps en temps d'avoir un CV, mais le profil LinkedIn devient... vous savez, les choses évoluent vite. Par exemple,
une des choses qu'a révélé la crise qu'on vit, le confinement, c'est qu'on fait, nous, tous nos entretiens avec les candidats en visio, bien sûr. On le faisait déjà avant, mais c'était pas bien accepté par certains de nos clients, le fait qu'on voit pas physiquement les gens. Aujourd'hui, ils en ont tous pris l'habitude et je pense que ça va devenir un standard pour un cabinet de recrutement comme nous, pour un premier entretien dans une entreprise, de faire un entretien en visio plutôt que de vous envoyer, vous déplacer dans une entreprise. Bon, à Bordeaux, on se déplace relativement vite, encore que ça dépend de l'heure. Mais à Paris, si vous avez un entretien de recrutement, en gros, il faut partir 1 heure avant. Quoi ton constat là depuis ça fait 2 mois, tu travailles plus, il y a plus de tête à chasser comme on dit? Le secteur du digital se porte pas si mal que ça. Il y a quand même un gros coup de frein sur les recrutements. La crise, elle est surtout un révélateur de l'état d'avancement des entreprises sur tout un tas de sujets, sur le télétravail, sur l'organisation interne, sur les outils qu'on utilise. Microsoft, par exemple, a multiplié par 3 son nombre de clients sur Teams. Teams, en gros, pour faire simple, c'est un messenger d'entreprise un peu enrichi, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et quand multiplié par 3 pour Microsoft, on parle de genre, ils sont passés à 100 à 300 millions d'utilisateurs. Hein, c'est colossal comme chiffre. Donc, va y avoir beaucoup de prise en compte là-dessus. Il y a des secteurs qui sont mis à la signature électronique, par exemple, parce qu'ils étaient bloqués, ils ne pouvaient plus voir physiquement, contracter. Là, on parle physiquement. Du secteur bancaire, du secteur notarial, c'est ça? Du bancaire, du notariat, de tout un tas de secteurs où il y a besoin de signature électronique. Signer un contrat de travail aujourd'hui, nous, on a fait des recrutements où les candidats ont signé leur contrat de travail de manière électronique sans voir l'entreprise. Donc, il y a plein de métiers comme ça. Et puis, il y a des entreprises qui se sont réorganisées et qui sont mis à faire du e-commerce, du drive piéton. On a vu des restaurants se mettre à créer à la va-vite un mini-site e-commerce et s'organiser. On a vu des fleuristes qui n'ont pas le droit d'ouvrir, mais qui pouvaient faire du drive, le faire. J'ai vu un article passer sur une fleuriste en Bretagne, je ne sais plus dans quelle ville, qui fait un carton phénoménal et qui explique qu'elle fait plus de chiffre d'affaires que d'habitude parce que dès le début, elle a eu un réflexe de se dire « je me crée un mini-site web et je propose des bouquets et les gens viennent, les payent à l'avance et viennent juste les chercher. » Ils vont s'arrêter, tu crois? Non, ils ne vont pas arrêter. Ils vont pas arrêter. Il y a plein de métiers comme ça qui sont impactés et des secteurs qui, du coup, se posent beaucoup de questions. Finalement, en faisant comme ça de la prise de commande automatisée, où j'ai plus besoin de temps de traitement, d'un email qui arrive avec quelqu'un derrière, etc., je gagne du temps, je vends plus. Il s'est aperçu qu'il gagnait des clients qu'il ne connaissait pas parce qu'il était un des rares fabricants à avoir ce site. Ça l'amène à revoir un peu la façon dont il va vendre demain. Nos étudiants, évidemment, nous posent là actuellement, ils s'inquiètent. Certains sont en train de chercher un stage, par exemple. C'est moins évident que d'habitude. Est-ce que ça va être plus difficile pour les étudiants qui sont en train de chercher une alternance pour l'année prochaine? Oui, ça va être plus difficile. Maintenant, c'est plus difficile de manière générale. Sur les fonctions du digital, les entreprises sont sollicitées. Le e-commerce, c'est pas arrêté. Il y a eu un coup d'arrêt un peu du e-commerce en mars. Et puis, moi, je discute pas mal avec des clients, des e-commerçants, où c'est assez reparti. Je dirais, il y a un coup d'arrêt de sidération pour tout le monde. Et puis, après, au bout de 15 jours, on a commencé à se dire, oui, mais tiens, ces discounts, ils livrent. On va vivre de toute façon différemment, vraisemblablement au moins encore pendant 1 an. Pas tous confinés chez nous, mais avec les gestes barrières, en faisant attention. Donc, on va peut-être moins aller dans des magasins s'agglutiner si on peut commander sur Internet.
Donc tout ça, ça génère des emplois et des demandes de renfort aussi. Il va falloir aller adresser des entreprises du e-commerce, des agences, les grosses startups qui ont levé de l'argent. C'est des entreprises classiques qui vont continuer à recruter. En gros, les grandes entreprises vont continuer à recruter dans le digital. Des banques, les compagnies d'assurance, les gros de la santé sont des secteurs qui sont très friands de profils digitaux parce qu'ils sont en très grosse transformation digitale. Aujourd'hui, on ne communique avec sa banque quasiment plus que par les applis ou le site web. Encore une fois, la crise nous a fait encore moins passer par les agences. Qu'est-ce qui fait un bon étudiant en digital, à ton avis? Ce qui fait un bon étudiant dans le digital, c'est premièrement quelqu'un de curieux, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'essayer des choses et en permanence, qui a ça d'ancré en lui. À partir du moment où il a déjà ça, il va bâtir d'autres qualités à côté et l'ESD aide très bien là-dessus. Qu'est-ce qui fait lors d'un recrutement qu'une candidature se démarque des autres dans le secteur du digital? Ce qu'un recruteur va regarder sur un jeune diplômé, c'est la notoriété de l'école. Donc l'ESD est un très bon choix. La qualité des stages, il y a des noms de boîtes qui vont claquer plus que d'autres. Faire un stage chez Ubisoft ou chez Back Market, tout de suite, ça parle à un recruteur. Mais on va regarder aussi la qualité des stages, c'est qu'est-ce que concrètement vous avez fait. Et les soft skills, on va regarder en entretien, c'est comment vous présentez tout ça, comment vous êtes à l'aise. On cherche pas forcément, ça va dépendre un peu des métiers, mais on n'a pas besoin d'avoir des gens hyper extravertis, commerciaux, pour être bon en référencement, par exemple. Mais on va regarder d'autres qualités, votre curiosité, comment vous faites votre culture sur le référencement, quels sont les gens que vous suivez sur les influenceurs sur votre sujet. On va regarder si vous êtes organisé, si vous êtes passionné par ce que vous faites. Voilà, donc c'est un mix entre les deux. Qu'est-ce qui va donner envie à un recruteur de vous recruter, c'est de vous dire, ok, il est jeune diplômé, mais si je le prends sur le poste là, il va déjà être efficace sur un certain nombre de choses. Je suis bien conscient qu'il ne sait pas tout, mais moi j'ai besoin aussi que concrètement, il a, par exemple, moi les gens qui arrivent en entretien, j'adore votre boîte, je veux être recruté chez vous parce que je vais beaucoup apprendre. Ouais, c'est sympa, mais moi j'aimerais aussi que tu donnes un peu. Un recruteur, il a une tâche, c'est une problématique à lui confier. Donc vous devez être celui qui résout ce problème. Et donc si vous venez juste en disant je vais être capable de le faire, ok, c'est bien, je suis motivé pour le faire, c'est bien, mais dire j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur des problématiques qui y ressemblent, voilà ce que j'ai fait. Je suis conscient que c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà ce que j'ai fait. Ça parle beaucoup plus aux recruteurs. Nos conseils pour faire basculer un recruteur qui va chercher plutôt un stagiaire et qui ne s'est pas posé la question d'un contrat pro ou d'un contrat d'apprentissage. Convaincre le recruteur que vous êtes la bonne personne à prendre en stage. Et une fois que vous sentez qu'il a un bon feeling et qu'il a envie de vous avoir, lui dire, moi, idéalement, c'est pas un stage que je cherche. C'est une alternance. Voilà comment ça marche. Voilà ce que ça coûte à l'entreprise. Mais voilà en face ce que vous allez avoir. Je vais être là 4 jours par semaine. Je bosse comme un salarié. Si vous commencez l'entretien en disant moi, en fait, c'est pas un stage que je cherche, c'est une alternance, vous le braquez d'entrée. Les entreprises et les recruteurs en pensent quand elles s'apprêtent à recruter quelqu'un qui a une boîte déjà de son côté, une micro-entreprise. Et du coup, comment on peut mettre cette expérience en valeur plutôt que ça soit un handicap? Moi, je vois ça de manière très positive à chaque fois. Ça nous arrive régulièrement en discutant avec des candidats de voir qu'ils ont une autre boîte, parfois en parallèle d'un job.
ou qu'ils ont monté quand ils étaient étudiants très tôt. C'est au contraire montrer et puis en parler. Hein, c'est le mettre en avant. Hein, c'est montrer votre idée, ce que vous avez fait, etc. Et puis il y a des boîtes montées comme ça quand on était étudiant. Qui sont devenues des vraies entreprises. Donc, merci encore Jacques et puis à demain soir à 17h30 avec À Cosima bientôt. et Dag. Salut!